Programme de Banlo, comment prévenir et guérir. Entre accusations de choc et recherche de solutions, les autorités locales sont préoccupées. Le gouverneur et les maires envisagent des mesures fortes dont une campagne de sensibilisation. On en parle dans les détails dans quelques instants. L'impact du Covid-19 sur le monde des affaires, coûts élevés des matières premières et du transit, retard de livraison. Plusieurs entreprises et sociétés ne savent plus que faire. Il appartient alors à chacun de développer ses stratégies de résilience. Nous en apprenons davantage dans le dossier de cette édition. Les talibans désormais prônent le retour à la quiétude après le départ du dernier vol américain. Ils annoncent pour bientôt un nouveau gouvernement et la reprise des activités économiques. Les messages ne rassurent pas et plusieurs Afghans espèrent toujours fuir le pays. Voici déclinés les titres de votre 20h. Madame, Monsieur, bonsoir. L'agence Faso Bara à Kossiam. Ce matin, il a été fait au chef de l'État le point des activités. Pour ce faire, c'est une délégation du conseil d'administration qui a été reçue en audience. Une délégation précédée par celle de la Haute Cour de justice. Avec cette dernière, il a été question des moyens logistiques et financiers pour les procès à venir. Roger Kam et Abdelaziz Yagibou. Après sa prestation de serment en avril dernier, la nouvelle équipe de la Haute Cour de justice prend contact avec le président du Faso. Par le truchement d'une délégation conduite par son président Khalil Bara, la juridiction compétente pour juger les membres de l'exécutif sollicite auprès du président du Faso la création des conditions et la mobilisation des moyens nécessaires pour mener à bien sa mission. Le président du Faso est le garant de l'indépendance de la justice et à ce titre, nous avons le devoir justement de l'approcher pour voir dans quelle mesure nous pourrons bénéficier de son accompagnement, de l'accompagnement de son gouvernement. Il est de bonne loi que nous puissions lui dire que effectivement nous avons commencé à travailler dans un souci de transparence et d'ouverture en vue d'accomplir la mission qui nous a été assignée. La Haute Cour de justice, dans son fonctionnement, est portée par l'Assemblée nationale. Et il a promis, en tout cas, de voir le président de l'Assemblée nationale pour voir dans quelle mesure les préoccupations soulevées vont être réglées. Il s'agit essentiellement des problèmes logistiques, des problèmes financiers naturellement, surtout pour la conduite des procès. En allant à la rencontre du président du Faso, l'agence Faso Bara, elle, attend un appui fort pour réussir ses projets de restructuration et conduire à bien ses différents chantiers. Et c'est par la voix du président de son conseil d'administration que l'agence d'exécution des travaux publics expose ses préoccupations à Roch Marc-Christian Kabori. La présidence de Faso est la tutelle, donc nous sommes venus rendre une visite de courtoisie à son Excellence, Monsieur le Président de Faso, et le point de gouvernance, point d'avancement des activités, le point sur l'environnement effectivement de la maîtrise d'ouvrage déléguée au Burkina Faso, et puis demander son soutien pour l'accompagnement de l'agence. Du haut de ses 30 ans, l'agence Faso Bara, bras technique de l'État, affiche l'ambition de se maintenir à la hauteur des défis d'un monde actuel en évolution fulgurante. À la primature, plusieurs questions en lien avec le processus électoral sont évoquées en présence du chef du gouvernement. Révision du code, réforme pour la dynamisation de la CENI. Il y avait de quoi meubler la première prise de contact entre la nouvelle équipe et le Premier ministre. Les détails de la rencontre avec Kuala Enebie et Draman Dadian. La nouvelle équipe de la Commission électorale nationale indépendante prend langue avec le chef du gouvernement. Pour une visite de courtoisie, c'est aussi le lieu des doléances pour une CENI plus performante. Vous avez le budget évidemment avec les ressources financières qui vont avec. Il y a le cadre légal dont la modification ou à travers donc les différentes révisions sont du ressort du gouvernement et du Parlement, bien évidemment.
Et pour l'ensemble de ces outils, nous avons besoin de demander ou d'avoir son soutien pour pouvoir mieux gérer l'ensemble des opérations électorales que nous aurons à engager. Le président de la CENI dit avoir le soutien du gouvernement, mais son institution a aussi besoin du quitus de l'ensemble de la classe politique burkinabé pour engager les différentes réformes. Il s'agit notamment de tout ce qui est en rapport avec la révision du code électoral. Parce que comme vous le savez, il y a des discussions qui ont été engagées autour de cette question avant que nous ne prenions fonction. Nous souhaitons évidemment que ces discussions puissent aboutir le plus rapidement possible pour que nous puissions disposer évidemment de ce qui est une des bases essentielles de notre travail. Élisée Ouedraogo et ses commissaires sont déjà à la tâche pour relever le défi de l'organisation des élections municipales prévues en 2022. Et ce drame survenu à Koudougou cet après-midi, la dalle d'un bâtiment en construction à l'université Norbert Zongo s'est effondrée. Le dernier bilan fait état de 4 morts et 1 blessé. Un comité de crise serait déjà mis en place pour situer les responsabilités. Nous reviendrons sur cette information sans doute au cours de nos prochaines éditions. Et cet autre drame qui a provoqué une onde de choc, c'est celui de Banlo dans le sud-ouest. Pour éviter à l'avenir pareils agissements, le gouverneur de la région multiplie les échanges avec les élus locaux. Il est aussi question d'initiative dans l'action, mais d'ores et déjà, les forces vives se disent indignées et se démarquent de tels agissements. Détail de la rencontre de ce 30 août avec Oumarou Sagnon et Christophe Da. Le gouverneur du Sud-Ouest s'entoure des élus de la région pour donner des réponses au drame de Banlo. À l'issue d'échanges sans langue de bois, les parties prenantes s'accordent sur des mesures à prendre en dehors de l'action judiciaire en cours et dans un délai restreint. Nous avons donc des actions de coercition que nous allons faire pour le respect de la réglementation. L'occupation du domaine public le long de nos grandes voies, notamment les routes nationales. Vous voyez tout le long, il y a donc des domaines publics qui sont occupés, jusqu'à souvent même au-dessus donc du bitume. Tout cela, nous allons donc veiller à déguerpir tous ces gens. Nous allons également aussi, avec tous les différents acteurs, travailler à ce qu'il y ait une démultiplication active sur le terrain avec les acteurs qui sont les élus et toutes les couches, les fêtières, les femmes, les jeunes, pour que nous puissions sensibiliser aussi parallèlement à la base, pour que véritablement nous ne puissions plus avoir ce genre de choses. Plus jamais ça, et pour ce faire, l'implication des forces vives est sollicitée et en premier chef les élus locaux, fortement mobilisés d'ailleurs pour cette rencontre. Tout le Sud-Ouest s'est senti indigné, vraiment profondément indigné par rapport à ce comportement-là. Et d'urgence, nous avons fait une déclaration pour nous démarquer complètement et démarquer toute la population du Sud-Ouest de ces actes. En faisant comprendre qu'en fait, il s'agit là d'actions isolées. Et la population souvent trouve que, en tout cas, il y a des accidents mortels souvent. Et donc, avec peut-être les ralentisseurs sont placés, cela ça pourrait. Donc, en son temps, on était venu rencontrer la population, sensibiliser, et on a mis une plaque indiquant en tout cas, de diminuer la vitesse à ce niveau-là, parce que c'est une tournade dangereuse. Voilà, et c'est ce qu'on avait pu faire. C'est pas que je suis resté indifférent. Je crois que c'est à ce niveau-là qu'ils pensent que trop c'est trop. Le gouverneur prévoit des rencontres avec d'autres acteurs, notamment les transporteurs et la société civile, afin de toucher le maximum de personnes. Pour rappel, un cas d'accident mortel survenu le 27 août dernier à Banlo, dans la commune de Brum-Brum, a entraîné le lynchage mortel des 3 occupants de la voiture accidentée. Dans un tout autre registre, on parle contrôle budgétaire à l'Assemblée nationale, un contrôle en lien avec la défense et la sécurité. Il s'agit d'une formation initiée en partenariat avec le PNUD et qui s'inscrit dans le cadre du programme Cohésion sociale, sécurité et état de droit. La cérémonie d'ouverture est intervenue ce 31 août à Manga. Le point avec Rasmane Zundi et Aimé Solange Kikma. Les députés membres de la CODES, la Commission de la Défense et de la Sécurité de l'Assemblée nationale, à l'école du contrôle budgétaire axé sur la défense et la sécurité.
Durant 2 jours, ces parlementaires vont s'imprégner du processus de préparation budgétaire, des fondements légaux et les différentes formes de contrôle budgétaire dans le but de mieux exécuter leur mission de contrôle de l'action gouvernementale. Il est important avec la session budgétaire qui vient, qui doit s'ouvrir le dernier mercredi de ce mois de septembre, justement que les membres de la commission, mais aussi les représentants de certaines commissions sœurs telles que la CONFIB et la CEPSU puissent bénéficier de ces outils-là, mécanismes pour contrôler l'effectivité et le bon choix qui est fait en matière budgétaire. La perspective, c'est une meilleure gestion des moyens qui sont mis à ces secteurs-là. Et par ailleurs que le ressenti des populations, à travers les moyens mis pour les protéger, les biens et les services, que ça soit perceptible également au niveau des populations. C'est une formation qui s'inscrit dans le cadre du programme COSED, Cohésion sociale, sécurité et état de droit du PNUD. Pour accompagner la capacité de gouvernance de l'Assemblée nationale à assurer son rôle de contrôle externe sur les forces de défense et de sécurité. Et le contrôle budgétaire en fait partie. La demande qui nous a été adressée de l'Assemblée nationale fait partie un peu des objectifs que le programme COSED s'est assigné, qui est d'assurer une bonne gouvernance du secteur sécuritaire. Cette session de formation va permettre aux députés d'examiner les avantages et les difficultés rencontrées dans le contrôle budgétaire de la défense et de la sécurité et de faire des recommandations en vue d'améliorer l'examen budgétaire des 10 secteurs. Le document de base des Assises nationales sur l'éducation serait fin prêt. 21 jours auront été nécessaires à son élaboration. Il a été officiellement remis ce 30 août au ministre de l'Éducation nationale. Le témoignage de Roger Cam et bienvenue Tonsa. C'est un pas important de franchi pour l'organisation des assises prochaines sur l'éducation. Ce document, devant servir de base pour des débats constructifs lors des assises régionales puis nationales, est prêt. Le ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales le reçoit officiellement des mains du représentant du comité de rédaction. À partir d'aujourd'hui, nous sommes fin prêts pour donc commencer les discussions des assises régionales et nationales. Ce document-là est élaboré sur la base de 12 thématiques que nous avions identifiées, qui abordent toutes les questions et toutes les problématiques de notre système éducatif. Et ce document propose des pistes de solutions qui vont être justement appréciées et discutées par tous ceux qui vont participer à ces assises. Ce document de référence est le fruit de 21 jours de travaux. 2 à 3 semaines avant les débats, tous les participants devront l'avoir en main pour mieux se préparer. Nous avons introduit un rapport en Conseil des ministres pour proposer des dates pour les assises régionales et nationales. Et lorsque le Conseil aura adopté ces dates-là, nous mettrons à la disposition de toutes les personnes concernées ces documents pour qu'elles aient suffisamment de temps pour examiner ces documents afin de venir aux discussions enrichies et de pouvoir contribuer de façon significative à ces assises. Les regards sont désormais tournés vers les discussions. La mission du comité de rédaction s'achève ici, mais le ministre Stanislas Ouaro invite les membres à rester disponibles pour accompagner le processus de réforme du système éducatif national. Un hommage par l'immortalisation offert au père fondateur de l'université de Ouagadougou. La rue jouxtant l'université et reliant l'avenue Charles de Gaulle à l'échangeur de l'Est porte désormais le nom du professeur Yembila Abdoulaye Toguéné. Décédé en 2018, il est le premier recteur de l'université et le premier professeur titulaire au Burkina, suivant le compte-rendu de Dramana Guéné. La reconnaissance est à la hauteur des œuvres de l'homme. Le professeur Yembila Abdoulaye Toguéné, le père fondateur et le tout premier recteur de l'université de Ouagadougou. Le premier physicien burkinabé décédé en 2018 voit sa mémoire perpétuée ici. L'avenue desservant l'université de Ouagadougou et le lycée technique Aboubakar Sangoulé Lamizana portent son nom. L'arrêté de baptême est signé sur place par le maire de Ouagadougou. Désormais, la dénomination avenue professeur Yembila Abdoulaye Togoyini est attribuée à la voie limitée au nord
par l'avenue Combert Padamba et au sud par le boulevard Charles de Gaulle. L'arrêté remis à la famille sous acclamation de l'assistance. Le clou de la cérémonie, c'est ici le dévoilement de la plaque. C'est à la demande du monde universitaire que le père fondateur de l'enseignement supérieur burkinabé est immortalisé. Ce n'est pas l'université de Joseph Kizerbo qui l'a enfanté, mais il a enfanté tout le système de notre enseignement supérieur, y compris notre recherche scientifique. Il a été celui-là qui a renoncé à tous les avantages et à tous les conforts qui étaient courants à l'époque, parce qu'il était plus facile, après avoir fini ses études, de rester non pas au Sénégal, mais de rester en France. Mais il a choisi, par patriotisme, de venir d'abord au Sénégal, mais de là-bas de venir au Burkina, en Haute-Volta à l'époque, pour nous doter d'un système d'enseignement supérieur qui est aujourd'hui robuste. La reconnaissance vient en son temps. C'est un début. Donc la famille est heureuse de ce qui se fait aujourd'hui, mais voilà, c'est un début. Il a été à l'origine de la création des universités, qu'il s'agisse du système universitaire public comme privé. Donc je pense qu'il a apporté sa pierre à l'édifice pour le Burkina Faso. Le professeur Yambila Abdoulaye Togoyini est le premier professeur titulaire, toutes disciplines confondues, de la Haute-Volta. C'est à lui que le président de la Mizana fait appel dans les années 70 pour fonder l'université de Ouagadougou. Une synergie d'action pour parvenir à un succès dans la lutte contre le travail des enfants. Le projet s'appelle CLIER et il est porté par l'Union européenne, la coopération allemande et l'Organisation internationale du travail. Ensemble, elles veulent retirer les enfants de la chaîne de valeur de la filière coton et les former dans divers autres métiers. Le compte-rendu de la cérémonie de lancement de ce 30 août avec Elvis Tuina et Lambert Assoma. Selon les données du Bureau international du travail, 1,6 million d'enfants sont en situation de travail au Burkina. Dans la région du Sud-Ouest l'an dernier, 2442 enfants ont été répertoriés dans les champs de coton. Afin d'offrir de meilleures perspectives à ces enfants, le projet CLIER est lancé. Il s'agit d'éliminer le travail des enfants et le travail forcé dans la chaîne de valeur du coton, du textile et de l'habillement. Il y a des actions qui ont déjà été menées contre le travail des enfants dans la région. Donc le projet s'appuie sur ce qui a été déjà fait pour essayer aussi de renforcer l'action et aussi donner des alternatives. La mise en œuvre du projet CLIER est assurée par l'association Nobiel, qui veut dire en langue djan une seule voix. Il s'agira de sensibiliser tous les acteurs de la filière coton et de former les enfants retirés des champs dans 4 domaines. Il s'agit des unions des producteurs de coton là que nous allons impliquer dans la sensibilisation et nous allons identifier au moins 250 enfants que nous allons retirer et puis former. On a 4 métiers de courte formation, la formation en électricité solaire, en savonnerie, la teinture et la formation aussi à l'élevage des petits ruminants. Pour atteindre les objectifs fixés, le coordonnateur demande l'implication effective de tous. Le projet CLIER est cofinancé par l'Union européenne, la coopération allemande et l'Organisation internationale du travail. Un autre défi à relever, c'est la sécurisation des terres agricoles pour un développement de l'agriculture. l'Office national du foncier y travaille dans le centre-est. 12 communes se voient nanties de matériel informatique au profit de leurs services domaniaux. La remise de matériel avec Tanga Kafondo. La secrétaire générale de la région du Centre-Est remet symboliquement un kit de matériel informatique à l'agent domanial de la commune de l'Algaï. Un kit composé d'ordinateurs portables, d'imprimantes multifonctions, de routeurs, de téléphones Android, de GPS, de powerbank et de clés de connexion. Une dotation de l'Office national du foncier du Burkina Faso, ONFBF, à 12 communes de la région dans le cadre du projet Sécurisation foncière et développement inclusif dans la région du Centre-Est. Dans notre région, les conflits fonciers sont les plus nombreux. Et nous pensons qu'avec cette formation et cette dotation, alors tout cela contribuera à réduire le nombre de conflits fonciers, mais aussi
à œuvrer pour en tout cas le développement, parce que nous savons aussi qu'en matière économique, la sécurisation foncière est très très essentielle. Aucun investissement ne peut être fait dans l'insécurité. L'ONFBF, dans ce projet soutenu par Enabel, l'agence belge pour le développement. La remise du matériel est suivie d'une formation sur l'utilisation et la maintenance du dit matériel. Venons-en au dossier de cette édition, les effets néfastes du Covid-19 dans le monde des affaires. Plusieurs sociétés agroalimentaires de construction ou de transit sont pratiquement à genoux ou alors ont fermé boutique. La raison principale, la flambée du coût des matières premières et du transit. Une situation qui échappe au contrôle des États et qui oblige chaque opérateur à développer ses propres stratégies de résilience. Lamine Karantao et Karim Sissé. Amadou Ouba est sur l'un de ces chantiers de construction. Ce technicien bâtiment dit subir avec impuissance les effets de la maladie à coronavirus. Il avait soumissionné à des marchés avant cette pandémie, mais aujourd'hui, l'exécution semble difficile du fait de la hausse du prix de certains matériaux de construction. Il y a le fer à béton qui a haussé au moins de 15%. Il y a les profilés de construction métallique tels que les IPN, tout ce qui est cornière et autres qui rentrent dans la charpente, qui a haussé de près de 17%. Et c'est seulement jusqu'aujourd'hui la tôle qui n'a pas encore changé de prix. Voilà. Et il y a le ciment qui était à 95 000 avant le Covid. Aujourd'hui, nous sommes autour de 110 000. Les industries ne sont pas à l'abri de cette flambée du prix des matières premières. Qu'ils soient importés ou locaux, presque tous les produits ont connu une hausse de prix. Il y a un produit sucrant que nous utilisons qui s'appelle l'aspartame. Voilà, nous l'achetons à 425 000 francs il y a pas moins de 2 mois. Et aujourd'hui, on le retrouve à 675 000. Il y a les extraits d'arômes que nous achetons à 125 000 francs et aujourd'hui nous sommes contraints d'acheter à 175 000. Cette conjoncture économique, selon les différents acteurs, est mondiale. La maladie à coronavirus a entraîné la fermeture de nombreuses sociétés au plan international. À cela s'ajoute le renchérissement du coût du transport maritime. Le fret maritime qui était de 2 000 3 000 souvent, imaginez-vous que ça allait jusqu'à 10 000 $, parce que c'est en dollars généralement. Donc forcément, ça a des impacts négatifs sur le coût des marchandises. Donc quelqu'un qui travaillait souvent, qui pouvait banalement faire au moins 10 conteneurs, se retrouve avec 3 conteneurs dans le mois ou 2 conteneurs. Face à cette nouvelle donne, chaque acteur dans son secteur d'activité dit développer des initiatives pour ne pas fermer boutique. Le contrôle citoyen et le suivi et évaluation des politiques et programmes de santé et nutrition, c'est ce sur quoi le Réseau-NUT a axé sa formation à l'endroit de la société civile. Le réseau de la société civile pour la nutrition entend ainsi favoriser une participation plus active des acteurs au processus d'élaboration et d'exécution du budget communal. Roger Cam et Marguerite Adouagnou. C'est un atelier de formation qui se veut un cadre d'échange de bonnes pratiques en matière de contrôle citoyen du processus budgétaire et de suivi des politiques publiques. Nous nous retrouvons, c'est dans le cadre d'une activité programmée par le Réseau NUT à l'endroit de ses membres qui sont des ESC au niveau local, de sorte à pouvoir les renforcer en matière de compétences et de capacités. C'est en fait une suite d'un paquet d'activités qui sont en train d'être données à l'ensemble de ces membres-là pour les rendre véritablement efficaces et opérationnels au niveau local. 72 heures durant, les organisations de la société civile et les membres du réseau de la société civile pour la nutrition ont été outillés sur le mécanisme externe de suivi et de contrôle citoyen et sur les techniques d'influence des politiques publiques. Nos capacités ont été renforcées pour pouvoir analyser et suivre ces politiques dans le but d'améliorer le budget
de la nutrition. La formation se tient dans le cadre de suivi et évaluation des politiques et programmes de santé et de nutrition. Pour les acteurs du réseau NUT, la société civile se doit d'avoir un rôle de veille citoyenne et de plaidoyer pour permettre d'encadrer la politique budgétaire dans le sens de la réalisation de la fonction sociale. Fils de la localité, il s'est voulu sensible à la cause des personnes déplacées internes de la commune de Komsilga, une sensibilité exprimée par la remise de vivres et de matériel le 26 août dernier. Bernard Kumbelem est bienvenu, tant ça pour les détails. C'est un geste de solidarité en faveur des personnes vulnérables et déplacées internes de Tikindalgué dans la commune de Komsilga. Des vivres et des non-vivres composés entre autres de riz, de maïs, de nattes et de couvertures. Je remercie le donateur d'avoir initié cette belle initiative. C'est une grande joie pour nous de recevoir ces dons car c'était très difficile pour nous d'avoir à manger en cette période. D'une valeur de plus de 16 millions de francs CFA, ce geste s'inscrit dans le cadre de la première édition de la journée de solidarité dans le village de Tikindalgué. L'organisation de cette journée s'explique par le fait que notre pays, le Burkina Faso, traverse une période très difficile de son histoire, liée d'abord à l'insécurité qui a provoqué de nombreux déplacés internes. Secondo, il y a le fait que la période de soudure, là, les ménages se trouvent dans une situation très difficile, liée au fait qu'ils n'arrivent pas à bien avoir à manger. Et il y a aussi la pandémie de la Covid-19 qui a provoqué la fermeture des frontières. Cette cérémonie vient à point nommé et il était quand même important pour nous d'accompagner de telles initiatives que nous estimons qui sont des initiatives nobles et très louables. Cette journée est l'occasion de célébrer les meilleurs élèves de l'année scolaire 2020-2021. Ils reçoivent entre autres des vélos, des kits scolaires et des ordinateurs portables. Hors de chez nous en Afghanistan, les talibans, à travers leur porte-parole, prônent la quiétude. Ils annoncent la réouverture prochaine des bureaux et banques, ainsi que la formation d'un gouvernement. Ils disent également souhaiter le retour des diplomates à partie. Des messages qui jusque-là ne rassurent guère les populations, certaines d'entre elles étant toujours déterminées à fuir le pays. Cette fois, l'aéroport de Kaboul est à eux. Après le départ du dernier vol militaire américain dans la nuit de lundi à mardi, les talibans ont paradé ce mardi matin sur le tarmac du principal aérodrome d'Afghanistan. Ce 31 août marque la fin du retrait américain du pays. Mais à nouveau, les nouveaux dirigeants du pays veulent soigner leur communication et leur image. Nous donnons toutes les assurances à tout le monde que personne ne doit se faire de soucis. L'Émirat islamique est là pour assurer la sécurité, pour garantir la dignité des gens. Nous travaillons pour cela jour et nuit. Si Dieu le veut, un gouvernement sera bientôt annoncé. Tous les bureaux du gouvernement vont rouvrir, les banques et l'économie vont recommencer à bouger et le pays recommencer à se diriger vers la prospérité. Mais malgré les discours bienveillants des talibans, des milliers d'Afghans espèrent toujours fuir leur pays. Dans les villes, de nombreuses files d'attente se sont formées ces dernières heures devant les banques, des hommes tentant de récupérer leurs économies. Les personnes qui ont été laissées pour compte, c'est vraiment un problème international, car il faut se rappeler que ces différents pays ne leur ont pas facilité le départ de toute façon. Vous savez, les processus de visa n'étaient pas clairs. Ce sont aussi ces pays qui ont dit aux talibans et aux forces de la CIA que toute personne n'ayant pas obtenu de passeport étranger ou de carte verte au cours de la dernière semaine ne pouvait pas s'approcher de l'aéroport. Leur destin est donc vraiment entre les mains du reste de la communauté internationale. Un haut responsable taliban a affirmé ce mardi qu'il voulait envoyer un message de pardon aux anciens occupants de l'Afghanistan et qu'il ne poursuivrait pas envers eux de politique de revanche. Et c'est ce qui referme l'édition de ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. On se dit à demain, Dieu voulant. Bonsoir.